Eh bien, je vois qu'il est 14 heures, donc on va commencer. Donc, je suis Marc Hainaut. Je suppose que vous le savez puisque vous êtes ici. Et donc, le cours de cette année, et d'ailleurs celui aussi de l'année prochaine, donc le cours de cette année va être consacré à l'étude de la structure asymptotique à l'infini du champ de gravitation. Alors, donc, à quoi on va s'intéresser? On va s'intéresser au comportement du champ de gravitation quand on s'éloigne, qu'on va loin des sources. Donc le champ de gravitation devient de plus en plus faible, on tend vers le vide correspondant, et on va étudier la manière de décrire ce comportement de la gravitation, donc loin des sources, et surtout voir s'il y a des symétries qui sont associées à ce comportement. On verra que la réponse est affirmative et qu'il y a même des groupes de symétrie infinidimensionnelle qui apparaissent lorsqu'on veut comprendre la structure asymptotique de la gravitation. Alors, comme je l'ai dit, c'est un sujet extrêmement riche. C'est pour ça qu'il s'étalera au moins sur 2 ans, peut-être même sur 3, on verra bien. Mais en tout cas, cette première année sera consacrée à un contexte très précis, qui est le cas des espaces-temps asymptotiquement antidocitaires à 3 dimensions. Donc, j'expliquerai ce que ça veut dire. Je vous expliquerai aussi pourquoi 3 dimensions d'espace-temps, c'est un cas intéressant. Je peux déjà dire que c'est une étude intéressante parce qu'elle permet de comprendre dans un contexte plus simple des propriétés qui apparaissent dans un cadre plus réaliste. Donc c'est un magnifique laboratoire de ce point de vue-là qui permet de développer des techniques qui seront utiles pour des cas plus réalistes. Et l'année prochaine, j'aborderai les espaces asymptotiquement plats, donc sans constante cosmologique. J'expliquerai aussi ce que cela veut dire. Bien, donc ça c'est le cadre du cours et je vais surtout insister sur les groupes de symétrie asymptotiques qui apparaissent quand on s'éloigne loin des sources, donc à l'infini, et comprendre leur structure. Et comme je l'ai dit, ce sont des groupes infinidimensionnels qui sont extrêmement riches et dont on n'a pas encore compris toutes les implications. Donc c'est encore un sujet d'étude extrêmement actif pour le moment. Alors, à côté du cours, qui est en français et qui a une structure linéaire, qui est un cours construit, il y aura des séminaires de recherche. Donc l'idée étant double. D'abord de vous exposer à la recherche. Et donc ce seront évidemment des séminaires qui ont parfois il y a une discontinuité avec le cours du point de vue technique, mais ce sont des séminaires dont le sujet est toujours d'une manière ou d'une autre lié au sujet du cours. Mais c'est une manière de vous montrer la recherche en train de se faire. Et ces séminaires seront en anglais. Et d'ailleurs, nous avons un séminaire après cette leçon par le professeur Daniel Grumiller, je ne sais pas comment le prononcer en allemand, qui a d'ailleurs été qui a eu la gentillesse de préparer des exercices qui se trouvent sur la table à l'entrée de l'auditoire. Donc je vous invite à, si vous n'avez pas déjà pris ces feuilles, prenez-les et surtout essayez de faire les exercices. Bien. Donc, oui, alors concernant l'horaire, la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Et la semaine d'après, il y aura deux cours et pas de séminaire. Et puis on rattrapera les séminaires en fait en toute fin de cycle, de cours. Voilà, donc on va commencer. Je vous ai parlé de l'introduction, c'est fait. Alors, mon approche à l'étude des symétries asymptotiques va reposer sur la formulation hamiltonienne de la gravitation. Oui, donc je suppose aussi, et si ça pose des problèmes, n'hésitez pas à me demander des références, que vous connaissez les équations d'Einstein, que vous avez déjà entendu parler du champ de gravitation. Donc, vous connaissez les équations d'Einstein, que vous connaissez le fait qu'elles dérivent d'un principe variationnel et que vous avez déjà aussi entendu parler du formalisme hamiltonien. Cependant, dans cette première leçon, je vais revoir certains principes généraux du formalisme hamiltonien et je parlerai aussi des difficultés qui se présentent quand on veut mettre la théorie d'Einstein sous forme hamiltonienne. Ces difficultés apparaissent parce que la théorie d'Einstein possède une invariance de jauge. Et la formulation hamiltonienne des théories qui possèdent une invariance de jauge présente des subtilités. Et donc je vais aussi aborder ces problèmes aujourd'hui.
Donc le plan du cours, qui est peut-être optimiste, mais en tout cas c'est ce que j'aimerais faire, est le suivant. Donc il y avait d'abord l'introduction. Donc je ne sais pas, est-ce que j'écris trop petit ou c'est bon? C'est bien? Bon. Alors, je vais ensuite faire quelques rappels sur le formalisme hamiltonien, mais dans le cas où il n'y a pas d'invariance de jauge. Donc le cas que vous connaissez sans doute, le cas familier où il n'y a pas d'invariance de jauge. Donc ce seront des rappels. Je le ferai d'abord dans le cas de la mécanique classique, un nombre fini de degrés de liberté, puis je parlerai de la théorie des champs. Puis je vous montrerai que s'il y a une invariance de jauge, il y a des problèmes. Donc je préciserai ce que j'entends par invariance de jauge également plus tard. Et pour comprendre comment on résout ces problèmes, je ne vais pas développer la théorie générale, mais je procéderai à l'aide d'exemples particuliers. Et l'exemple que je vais considérer est ce qu'on appelle la théorie de Chern-Simons. À 3 dimensions. Donc, j'expliquerai ce que c'est. Vous n'êtes pas encore censé savoir ce que c'est maintenant. Et j'expliquerai aussi pourquoi c'est intéressant de connaître les propriétés de la théorie de Chern-Simons qui possède des invariances de jauge et qui va donc illustrer les problèmes qu'on rencontre lorsqu'il y a une invariance de jauge et qu'on veut développer le formalisme hamiltonien. Mais il y a aussi un intérêt direct avec la gravitation parce qu'il se fait que la gravitation d'Einstein à 3 dimensions peut se reformuler comme une théorie de Chern-Simons. Donc l'exemple n'est pas pris au hasard. Et puis je reviendrai sur la formulation hamiltonienne des théories de jauge, donc qui est due à Dirac. Donc, qui est dû à Dirac. Et si j'ai le temps aujourd'hui, j'aborderai les problèmes, c'est fort important, on le verra, en fait c'est tout le cours, des termes de surface. On a parfois l'habitude de laisser tomber lorsqu'on développe le formalisme lagrangien ou hamiltonien, mais qui en fait sont extrêmement importants et décrivent les symétries asymptotiques. Bien, donc je commence par le formalisme hamiltonien comme vous l'avez étudié, de la mécanique classique. Et je vais le faire peut-être donc, point 2. Je vais le faire en basant ma discussion sur le principe d'action, mais principe d'action écrit sous forme hamiltonienne. Et je commence par la mécanique classique à un nombre fini de degrés de liberté. Je vais mettre principe d'action hamiltonien. Et donc, on travaille en hamiltonien, donc on a un espace des phases qui est caractérisé par un certain nombre de coordonnées que je note QI et leur moment conjugué PI. Donc I, pour le moment, l'indice I prend n valeurs, donc un nombre fini de degrés de liberté. Et toute la théorie hamiltonienne repose sur ce qu'on appelle le principe, l'action hamiltonienne, qui est une fonctionnelle donc, qui est définie pour les trajectoires dans l'espace des phases. Donc à toute trajectoire dans l'espace des phases, donc je T est le paramètre d'évolution. Donc si je me donne QI de T et PI de T, j'ai une trajectoire dans l'espace de phase. Et je suppose que je commence en T1 et que je termine en T2. Donc l'action va avoir la forme suivante. C'est une intégrale sur le temps de PI Q.I moins H
Donc le point dénote la dérivée temporelle. Donc, et H est ce qu'on appelle l'hamiltonien. Donc c'est une fonction de l'espace des phases. Je ne vais pas toujours écrire les indices. Ça peut parfois dépendre explicitement du temps aussi, mais en général, je supposerais que ça ne dépend pas explicitement du temps. Et c'est l'énergie du système. Et si ça ne dépend pas explicitement du temps, l'énergie est conservée. Ça découle des équations qu'on va écrire, les équations hamiltoniennes. Et donc c'est une quantité importante, puisque c'est elle qui engendre la dynamique, cette quantité. Donc c'est le générateur des translations dans le temps. Alors, donc, ce que veut dire cette expression, donc vous voyez qu'à toute trajectoire dans l'espace des phases, je peux calculer ceci sur la trajectoire, j'intègre et j'obtiens un certain nombre, qui est la valeur de l'action sur cette trajectoire. Et ce que nous dit le principe d'action hamiltonienne, c'est que les équations du mouvement s'obtiennent en extrémisant l'action. Alors il faut préciser la manière dont je l'ai écrit, et on va voir que c'est bien correct en effet, pour quelle famille de trajectoires on extrémise les choses. Donc je vais considérer ici que des trajectoires qui prennent des valeurs fixées et des coordonnées QI en T1 et en T2. Donc je varie arbitrairement les trajectoires, ou les histoires d'espace-temps dans l'espace des phases, mais à la condition, soumise à la condition que QI prend une valeur fixée en T1 et une autre valeur fixée aussi en T2. Donc la variation de QI en T1 est égale à 0, la variation de QI en T2 est égale à 0. Alors si on fait ça, on peut voir que ce principe d'action est équivalent aux équations hamiltoniennes qu'on connaît bien. Donc ça on obtient en variant par rapport à PI, en extrémisant par rapport à PI. PI apparaît ici, donc vous obtiendrez Q.I moins DH sur DPI est égal à 0. Puis en extrémisant par rapport à Q, donc c'est là qu'il faut tenir compte du fait qu'on fixe les Q aux extrémités. Vous allez obtenir P.I est égal, donc vous devez intégrer par partie, donc vous aurez moins P.I, donc si je mets le signe moins de l'autre côté, égal à DH sur DQI. Quantité qu'on peut aussi écrire comme le crochet de poisson de QI avec H. Et ça, c'est le crochet de poisson de PI avec H. Le crochet de poisson étant défini de telle sorte que... donc le crochet de poisson de deux fonctions est défini comme df, dqi, dg, dpi, moins df, dpi, dg, dqi. Donc effectivement, pour les Q et les P, le calcul du crochet de poisson est simple et ça donne cela. Alors, comme je l'ai dit, cette équation-ci s'obtient en fait quand vous extrémisez l'action par rapport à QI. Vous voyez bien que vous allez avoir un DH sur DQI, delta QI ici, mais ici vous allez avoir la variation de Q.I. Et donc pour avoir une variation de QI, il faut faire une intégration par partie. On obtient en principe un terme au bord, mais ce terme au bord qui contient delta QI est égal à 0 si on fixe effectivement les Q au bord. Maintenant, on pourrait se poser la question, au lieu de fixer les Q, est-ce qu'on peut fixer les P au bord? La réponse est évidemment oui, mais dans ce cas-là, ce n'est pas cette action-ci qu'il faut utiliser, c'est une action adaptée à cet autre principe variationnel. Alors je ne sais pas si on peut voir ici. Oui. Donc en fait, c'est une action hamiltonienne tout aussi respectable, mais qui est adaptée au principe variationnel où on fixe les P au bord, et en fait elle diffère de ceci par un terme au bord, et en fait elle est donnée par... Donc si vous intégrez par partie ceci, vous allez faire porter la dérivée temporelle sur P, mais vous attrapez un signe moins aussi. Donc c'est de T1 à T2, donc on va l'écrire comme ça. Moins H dt.
Donc, vous pouvez voir qu'avec ce principe variationnel, cette fois-ci, si les P sont fixés au bord, effectivement, cette action-ci est extrémum pour ce principe variationnel, ou c'est d'autres quantités qui sont fixées au bord. Les bords étant ici T1 et T2, hein, on est en mécanique classique. Les bords à l'infini, on en parlera plus tard, quand on est en théorie des champs. Mais ceci vous illustre déjà que les termes au bord sont importants. Si on veut un vrai extrémum de l'action, il faut savoir, sous certaines conditions, la forme du principe d'action ou de ce qu'il faut mettre ici comme intégrante va dépendre de ce qu'on fixe au bord, ce qui n'est pas très surprenant, parce que pour ceux qui connaissent la mécanique quantique, en fait, cette forme de l'action est adaptée pour calculer l'amplitude de transition si on se fixe les Q au bord. Et cette forme de l'action est adaptée au calcul de l'amplitude de transition quand on se fixe les P au bord. Pardon, on regarde le temps comme ça. Et si on est dans la configuration où c'est les P qui sont diagonaux ou les Q qui sont diagonaux, ce n'est pas la même base. Donc il faut les changements de base, et en fait c'est juste une transformée de Fourier qui est précisément induite par le terme d'intégration par le terme de surface qu'on obtient en passant de là à là. Ça implémente automatiquement la transformation de Fourier quand vous calculez l'intégrale de S. Donc quand on fait la transformation de Fourier, on passe de là à l'exponentielle de cette action-ci. Donc voilà, mais donc tout ceci pour déjà vous dire, attention, les termes au bord ont une signification importante. Ce n'est pas le tout d'écrire les équations d'Euler-Lagrange. Si on veut vraiment que l'action soit un extrémum, il faut faire attention, et ça a un sens physique. Travailler dans cette représentation, ce n'est pas la même chose que travailler dans cette représentation. Bien, oui, quand on regarde le tableau, on ne regarde pas l'auditoire, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Alors, ceci étant dit, donc ceci est en fait, bon, maintenant je vais supposer qu'on est dans cette représentation-ci, et donc cette forme de l'action va jouer un rôle clé dans la suite du cours. Et autre chose que je veux signaler ici, qui va être importante pour la suite, c'est que, bon, on peut évidemment se poser le problème variationnel d'essayer de trouver la trajectoire qui prend certaines valeurs des Q en T1 et certaines valeurs des Q en T2. On peut aussi se poser le problème de Cauchy. Donc le problème de Cauchy, là, ça revient à se donner des données de Cauchy en T1, hein, à l'instant initial, et là on veut intégrer les équations du mouvement, qui sont ces équations-ci, en se fixant les Q en T1. Donc c'est un autre problème, c'est le problème de Cauchy et les P en T1. Et alors on voit, parce que les équations ont la propriété d'être sous forme normale, c'est-à-dire on a d'un côté les dérivées temporelles et de l'autre côté une fonction des Q et des P, ici pareil, c'est résolu pour les dérivées temporelles, sous des théorèmes très généraux, la solution du problème de Cauchy existe et est unique. Vous fixez les conditions initiales et il n'y a plus d'ambiguïté. Et ça, c'est simplement parce que les équations ont la propriété d'être sous forme normale. Bon, regardons cette remarque à l'esprit parce que c'est clairement quelque chose qui va être en conflit avec l'existence d'une invariance de jauge. Alors, autre chose importante à dire, c'est que donc, vous voyez que dans la forme de l'action sous forme hamiltonienne, il y a deux parties. Il y a une partie qui est l'énergie, qu'on comprend bien, qui a une signification physique claire, le générateur de translation dans le temps. Mais il y a une partie qui contient les dérivées temporelles. Donc les dérivées temporelles, elles sont uniquement ici, et c'est du premier ordre. Alors, ces dérivées temporelles sont ici, et pour cette raison, on appelle ce terme-ci parfois la partie cinétique de l'action hamiltonienne, puisque c'est le seul endroit où il y a des dérivées temporelles. Et cette partie cinétique, elle a un sens géométrique très intéressant parce qu'elle est directement liée à ce qu'on appelle la forme symplectique. Et
je vais en parler de ça maintenant. Donc, forme symplectique. Et en fait, toute la structure de crochet de poisson que j'ai écrite ici est une conséquence de la structure de la forme du terme cinétique ici. Donc, il y a un lien très fort que je vais montrer maintenant entre ce terme cinétique et les crochets de poisson. Alors, ça porte un nom, forme symplectique, c'est la géométrie symplectique. Bon, je ne vais pas en faire énormément, on va juste développer ces concepts dans le cas qui nous intéresse. Donc je vais, à partir de ce terme cinétique, donc qui est PI Q.U dt, je vais fabriquer une informe dans l'espace des phases, que je vais noter PI dQi. Et pour éviter de confondre le D que j'utilise ici, qui est le D dans l'espace des phases, avec un D qui serait un D le long du temps, Q.dt, je vais peut-être mettre un symbole supplémentaire qu'on utilise parfois dans la littérature, V comme vertical. On peut voir l'espace des phases en chaque point de la variable, enfin de l'intervalle qui caractérise le temps, donc qui est un intervalle à une dimension. Au-dessus de chaque point, on a, disons, une fibre qui est l'espace des phases, et donc ça, c'est une dérivée le long de l'espace des phases. C'est pour ça que cette notation est parfois utilisée. Donc j'ai une informe, et à partir de cette informe, je peux construire, en prenant la dérivée extérieure, une deux forme. Donc, on travaille ici en coordonnées canoniques, donc il n'y a pas de problème de subtilité, que je vais noter oméga, et qui est donc la dérivée extérieure de PI dVQi. Donc je suppose une certaine familiarité avec le calcul des formes, calcul extérieur, mais je ne vais pas l'utiliser énormément et j'utiliserai le plus possible des indices au cas où ça ne serait pas très familier. Donc ceci est une deux formes. Donc j'agis avec dV, alors j'aurai d'abord dVPI, wedge dVQi. Donc ça c'est le produit extérieur que je ne décrirai pas toujours d'ailleurs. Et puis j'ai moins PI dérivée seconde extérieure de QI qui est égal à 0, donc c'est tout. Alors cette deux formes ici, ça s'appelle, c'est dans notre cas la deux formes symplectiques, et c'est réellement elle qui nous dit que P est conjugué à Q, ce qu'on a vu, ce qu'on voit à partir d'ici. Hein, le crochet de poisson de base, non nul entre les variables canoniques, c'est ceci. P est conjugué à Q, hein, comme on le voit là quand on calcule le crochet de poisson. Et l'information qui est contenue ici, en fait, c'est la même que l'information qui est contenue là. Alors comment on voit ça ? Bon, tout d'abord, à noter aussi que par construction, la dérivée extérieure de oméga est égale à 0, puisque oméga est déjà la dérivée extérieure d'une informe. Et je vais travailler en composantes. Donc c'est peut-être plus facile, donc je vais introduire des coordonnées que j'appelle ZA, qui sont des coordonnées de l'espace des phases, donc c'est les Q et les P. Donc pour les premières valeurs de A, donc A va de 1 à 2n. Lorsque A prend les valeurs 1 à n, on a un Q. Puis lorsque c'est au-delà de n, on a un P. Et donc, cette deux formes a des coefficients constants. Donc je peux lui associer une matrice antisymétrique qui, par construction, eh bien, vous voyez que il n'y a pas de composante QQ, donc j'ai 0 ici. Il n'y a pas dP, donc j'ai 0 là. Puis j'ai donc le coefficient dQ, dP, c'est moins 1, où j'ai défini donc oméga AB dZ, dV, ZA, dV, ZB, 1 demi égale oméga. Donc c'est les composantes de oméga. Je tiens compte du fait que c'est une deux formes, donc c'est antisymétrique, donc le tenseur est antisymétrique. Et donc je prétends que donc ça c'est les composantes de la deux forme symplectique dans la base des Z. Et le crochet de poisson en fait s'obtient en prenant l'inverse de oméga
qui est aussi un tenseur antisymétrique, mais 2 fois contravariant. Donc je vais définir l'inverse. Alors il y a toujours des problèmes de signes, mais je vais définir comme ça. Donc ça c'est l'inverse matricielle. Delta AC. Donc delta c'est le... Oui, je l'ai déjà utilisé ici. Donc c'est le symbole de Kronecker. Donc c'est 1 quand les indices ici prennent la même valeur, c'est 0 si ça ne prend pas la même valeur. Donc je calcule la matrice. Ça c'est les composantes de la matrice unité. Donc ceci me dit que oméga AB avec indice au-dessus est l'inverse, puisque si je fais le produit matriciel, est l'inverse de la matrice oméga que j'ai écrite ici, et ce n'est pas compliqué de calculer les composantes de l'inverse. Je vous laisse vérifier que c'est 0, 1, moins 1, 0. Et le crochet de Poisson entre deux fonctions des Q et des P, c'est-à-dire des Z, puisque les Q et les P, je les note collectivement Z, s'obtient simplement, enfin peut s'écrire à l'aide de cette matrice inverse de la manière suivante. Donc ceci n'est qu'une réécriture de ce que j'ai écrit là. Vous voyez que la matrice n'est pas est antidiagonale, donc elle associe un Q et un P, avec un signe moins quand c'est dans l'autre sens, et ça correspond exactement à l'écriture de ce que j'ai écrit, ici. Et donc vous voyez que ce qui définit le crochet de Poisson est étroitement lié à ceci. Et quand on voit ceci dans l'action, on sait automatiquement que Q et P sont des variables canoniquement conjuguées. Et donc vous voyez que l'action hamiltonienne, et c'est ça qui est intéressant, elle a deux propriétés importantes. D'une part, elle contient l'information sur les crochets de Poisson à travers la forme symplectique. Donc elle me dit quelles variables sont canoniquement conjuguées. Et donc si j'ai quelque chose de plus compliqué que PI, Q.I, mais donc une certaine informe dans l'espace des phases, alors dans ce cas-là, les P et les Q ne sont pas conjugués, mais je peux toujours faire la même construction, donc ça c'est l'intérêt. Je peux calculer la deux formes symplectiques, et en l'inversant, j'aurai l'expression des crochets de Poisson, qui n'auront pas cette expression canonique si oméga AB a une expression plus compliquée. Mais on peut aussi montrer que Jacobi pour le crochet de Poisson est entièrement équivalent au fait que la deux formes ici est fermée. Et donc on peut montrer Jacobi est équivalent à dv oméga égale à 0. Et donc l'action hamiltonienne, donc elle donne des informations sur les crochets de Poisson, elle a toute l'information sur les crochets de Poisson, et elle a aussi l'information sur l'évolution temporelle, puisqu'on a explicitement le générateur des translations dans le temps, en ce sens-ci. Donc on connaît H, on connaît les dérivées temporelles. Et donc, ça apparaît de manière très explicite dans l'hamiltonien, la structure de crochet. Et donc, quand on va passer à la mécanique quantique, les commutateurs et l'évolution temporelle. Et donc, en mécanique quantique, c'est ce qui va définir l'opérateur unitaire d'évolution. Et donc, en fait, avoir des commutateurs entre des variables et un opérateur unitaire d'évolution, c'est à la limite classique, la même chose que connaître l'action sous forme hamiltonienne. Bien, alors, je ne vais pas beaucoup utiliser ce formalisme au cours, donc si ce n'est pas trop familier, ça n'est pas trop grave, mais n'hésitez pas à poser des questions ou en tout cas des références, donc je peux en donner. Je voudrais rappeler la manière dont, parce que ça va être utile pour la suite, dont on dérive en général le principe d'action hamiltonienne. Donc en général, on ne part pas de l'hamiltonien, même si c'est un bon point de départ, on part d'un principe d'action sous forme, on l'appelle souvent sous forme lagrangienne, où les variables ne sont pas les Q et les P, mais les Q. Et il y a aussi les Q points qui apparaissent, mais alors cette fois-ci de manière non nécessairement linéaire. Donc on part d'un lagrangien, qu'on note. Et on passe au formalisme hamiltonien en faisant ce qu'on appelle la transformation de Legendre.
on définit les moments conjugués comme étant les dérivés de L par rapport à Q.I. Et dans tous les cours de mécanique, probablement dans tous les cours de mécanique que vous avez eus en tout cas, on suppose que cette transformation de Legendre est inversible. Et donc on peut exprimer, c'est-à-dire qu'on peut exprimer les Q.I. Donc ceci va être une relation qui exprime les P en fonction des Q et des Q points. Donc il faut dériver ceci. On suppose qu'on peut inverser cette relation pour exprimer les Q.I en fonction des Q et des P. Et puis on fait la transformation de Legendre, on définit le Hamiltonien par cette transformation de Legendre. Donc c'est PIQ.U moins L, etc. Et on arrive finalement à ceci. Mais donc un élément clé qui est supposé pour construire le Hamiltonien, c'est que la transformation de Legendre est supposée inversible. Bon, et en général, c'est comme ça qu'on présente le formalisme hamiltonien. On part d'un Lagrangien, on construit les moments conjugués, on inverse, on construit le Hamiltonien, donc qui est PI Q.I moins L, qu'on exprime en fonction des Q et des P, et on montre que les équations de Lagrange, qui sont les équations de variationnelles associées à ce Lagrangien, sont équivalentes aux équations de Hamilton, qui sont les équations ici. Alors, avant de montrer que ceci ne peut pas être le cas lorsqu'il y a une invariance de jauge, je voudrais encore dire une chose sur les théories des champs, sur la généralisation de ceci au cas où il y a un nombre infini de degrés de liberté. Donc on est en présence d'une théorie des champs. Mais en fait, formellement, il n'y a pas de différence. Simplement, l'indice I, au lieu de prendre un nombre fini de valeurs, va prendre des valeurs qui sont aussi des valeurs continues. Donc je vais prendre par exemple le cas d'un champ scalaire. Donc supposons que j'ai un champ, ou même peut-être plusieurs champs scalaires, que j'appelle phi de x. Donc, maintenant, on a des champs définis dans l'espace-temps, donc je vais séparer la coordonnée spatiale, mais ça va dépendre aussi du temps, hein, donc je vais écrire ça comme ça. Le t ici, là, c'est le même que le t qui est là, et le x et l'indice i, c'est la même chose que l'indice i qui est ici. Donc quand j'aurai une sommation sur l'indice i, oui, donc comme ici on a une sommation sur i, mais j'aurai aussi une intégrale sur x. Et donc les phi vont avoir des moments conjugués. Alors je ne vais pas écrire explicitement le temps parce qu'il c'est toujours sous-entendu. Hein, donc quand on écrit toutes ces formules-là, le fait que ça dépend du temps n'est pas toujours écrit. Donc je vais aussi laisser tomber le temps là, mais évidemment c'est à un instant donné. Et l'action hamiltonienne va simplement être une généralisation de ce que j'ai écrit. Donc, là je vais l'écrire, pi x t. Je dois faire attention à la gestion du tableau. Va être l'intégrale sur dt. L'intégrale, bon, si je suis en dimension... oui, donc ça va dépendre du nombre de dimensions d'espace. Donc d, c'est le nombre de dimensions d'espace. Donc si on a 3 plus une dimension, ce sera 3. X. Et puis on va avoir à nouveau la partie cinétique. Mais donc vous voyez que la sommation sur i implique maintenant aussi une intégrale sur le vecteur x. Donc ça va être pi x phi.i moins h. Et en général, on aura une théorie locale des champs. Donc le h lui-même va être une intégrale sur d3x d'une certaine densité d'énergie qui dépend des phi, des p, des pi, des moments conjugués. Oui, j'ai appelé ça pi, j'aurais pu appeler ça p, bon, pi, et de leur dérivée spatiale. Et à nouveau, on a la structure terme cinétique moins énergie, et le terme cinétique me dit que les pi sont conjugués au phi, et donc je peux écrire formellement le crochet de Poisson, les crochets de Poisson non nuls, qui découlent directement de cette expression, et je vais mettre l'indice au-dessus, c'est mieux, de x
Alors, on va donner d'autres noms pour ne pas confondre. Donc, je prends ces variables en des points distincts et pour des valeurs distinctes des indices. Eh bien, le fait que ce terme cinétique prenne la forme canonique PQ point, donc dans ce cas-ci, PI phi point I avec une intégrale sur X, me dit qu'en fait, le crochet de Poisson, donc si je fais la même construction, est delta IJ delta, donc le delta de Dirac X moins Y. Donc c'est la généralisation en théorie des champs du delta IJ qu'on a vu ici. Bien. Alors, donc tout ça c'est très beau, mais pour la gravitation, ça ne s'applique pas. Et comme c'est la gravitation qui m'intéresse, il faut comprendre ce qui se passe. Pourquoi ça ne peut pas s'appliquer à la gravitation ? De manière générale, ça ne peut pas s'appliquer, ce que je viens de décrire, à toute théorie qui possède une invariance de jauge. Alors, qu'est-ce que c'est une invariance de jauge ? C'est une invariance pour des transformations qui contiennent des fonctions arbitraires du temps. Donc, si vous avez une théorie qui est invariante pour des transformations, des variables qui contiennent des fonctions arbitraires du temps, je prétends que cette construction doit nécessairement être amendée, doit nécessairement être différente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais prendre un exemple. L'électromagnétisme, on connaît l'électromagnétisme, c'est décrit par un potentiel vecteur, A mu, qui est une fonction, donc, qui est un champ. Et on sait que l'électromagnétisme, le lagrangien de l'électromagnétisme ne fait apparaître que les courbures, les champs physiques, champs électriques, champs magnétiques. Et du coup, le lagrangien est automatiquement invariant pour les transformations où vous ajoutez à mu la dérivée, donc A mu est une informe, donc si vous ajoutez à mu la dérivée extérieure d'une zéroforme, donc ça vient à dire le gradient, les f mu nu vont être invariants, puisque les dérivées secondes commutent. Et donc si le lagrangien ne dépend que des f, comme le lagrangien de Maxwell, automatiquement il va être invariant pour cette transformation-ci. Et ces transformations-ci sont des symétries, donc obéissent à ces conditions, quelle que soit lambda fonction de x et du temps. Et donc en particulier, la dépendance en le temps est complètement arbitraire. Alors, si la dépendance en le temps est arbitraire, ça veut dire la chose suivante, c'est que si je regarde le problème de Cauchy, supposons que je me donne les A mu et peut-être les dérivées temporelles des A mu qui correspondraient au moment conjugué en un instant donné. Je prétends que les équations du mouvement ne peuvent pas donner une solution unique au problème de Cauchy en termes des potentiels, parce que je dois toujours avoir la possibilité, j'aurai toujours la possibilité d'effectuer une transformation de jauge avec un lambda non nul, disons, dans le futur, donc en t égale plus grand que t1. Donc je peux prendre lambda égale à 0, disons, et peut-être sa dérivée première 0, pour m'ajuster aux conditions de Cauchy en t égale temps initial. Mais après, je peux prendre lambda n'importe comment plus tard, et donc nécessairement, les équations du mouvement ne vont pas pouvoir dire comment je choisis lambda plus tard. Et donc le problème de Cauchy ne peut pas avoir une solution unique, si je dis rien de plus, en termes des potentiels vecteurs. Donc dès que j'ai la possibilité d'effectuer des transformations de symétrie qui dépendent du temps de manière arbitraire, le problème de Cauchy en termes des variables qui se transforment sous ces transformations de symétrie ne peut pas avoir une solution unique, puisque je peux toujours faire une transformation de jauge que je choisis l'identité, donc infinitésimalement nulle, si c'est comme ça que je décris les transformations, enfin, donc il y a l'identité pour ne pas modifier les données de Cauchy à l'instant initial, et qui est n'importe quoi plus tard. Mais donc, maintenant, si je pouvais développer le formalisme hamiltonien de la manière que j'ai rappelée ici, j'aurais une contradiction, puisque je vous ai dit, comme les équations de Hamilton sont sous forme normale, vous me donnez les données de Cauchy,
ben, je peux les intégrer, la solution est unique. C'est des théorèmes généraux sur les équations différentielles. Par conséquent, pour une théorie comme l'électromagnétisme, on ne peut pas construire l'hamiltonien ou un principe d'action hamiltonienne qui soit le même que celui-là, ou celui-ci, puisqu'on est en théorie des champs. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. Et effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Et où ça se passe? Le seul endroit où il peut y avoir quelque chose qui se passe, c'est lorsqu'on veut passer à l'hamiltonien pour essayer d'écrire les équations sous forme normale. Et donc, c'est ici. Je pars de mon Lagrangien, par exemple dans ce cas-ci du Lagrangien de Maxwell, j'essaye de l'écrire sous forme hamiltonienne, je vais définir les moments conjugués, et si la transformation de Legendre était inversible, alors j'aurais ça, mais puisque je sais que je ne peux pas avoir ça, ça veut dire que la transformation de Legendre ne peut pas être inversible. Donc dans le cas des systèmes à invariance de jauge, la transformation de Legendre n'est pas inversible. Et donc tout le formalisme hamiltonien qui est développé traditionnellement en mécanique classique, en fait, doit être amendé. Il y a quelque chose qui change parce qu'on ne peut pas supposer cette hypothèse qui est en général toujours supposée, que la transformation de Legendre va être inversible, qu'on peut exprimer les vitesses en fonction des moments conjugués, et alors du coup, on arrive à cette formulation-là. Alors, néanmoins, on peut développer un formalisme hamiltonien. C'est juste un peu plus compliqué. Et la personne qui a développé le formalisme hamiltonien dans le cas tout à fait général, c'est Dirac. Donc il existe un formalisme hamiltonien adapté au système possédant une théorie de jauge. En fait, c'est même extrêmement général. C'est un formalisme qui est adapté dès que la transformation de Legendre n'est pas inversible, que ce manque d'inversibilité soit dû à une invariance de jauge ou soit lié à une autre raison. Donc Dirac a développé le formalisme hamiltonien le plus général. Mais ce que je vais faire, au lieu de suivre la démarche de Dirac ici, et vous dire comment il faut construire le formalisme hamiltonien, je vais plutôt prendre des exemples relevant, utiles pour la gravitation à 3 dimensions, et vous montrer comment, sur ces exemples, on procède, et puis j'en dégagerai les propriétés générales. Et l'exemple que je vais considérer, donc je vais construire la théorie à l'aide d'exemples, je peux donner des références qui traite le cas général, mais on ne va pas chercher à connaître toutes les subtilités du cas général ici. On veut comprendre juste ce qui est suffisant pour écrire la gravitation sous forme hamiltonienne, puisque c'est ça qu'on va utiliser. Et je vais étudier, donc j'arrive ainsi au point 3, point 4 même, donc ça on a fait. Donc là j'ai juste parlé qu'il y avait des problèmes, je ne vous ai pas encore dit comment les résoudre. Ça, on va dégager la structure générale après. Je vais regarder maintenant le point 4, donc ce qu'on appelle les théories de Chern-Simons à 3 dimensions. Donc c'est un exemple de théorie qui possède une invariance de jauge, mais un exemple suffisamment simple pour qu'on comprenne tout de suite ce qui se passe. Et donc je vais traiter Chern-Simons. Mais peut-être avant de traiter Chern-Simons, je vais vous expliquer une autre raison pour laquelle Chern-Simons est intéressant. Donc la théorie de Chern-Simons est intéressante parce que, en tout cas, pour le formalisme canonique, on comprend facilement ce qui se passe, on peut construire facilement le hamiltonien, mais c'est aussi intéressant parce que ça a un lien direct avec la gravitation à 3 dimensions. Et comme le sujet du cours va être la gravitation à 3 dimensions, c'est pas plus mal de savoir comment la théorie de Chern-Simons s'écrit sous forme hamiltonienne. Alors, pour montrer le lien avec la gravitation, je vais peut-être d'abord parler de la gravitation en dimension 3. On peut se poser la question aussi, pourquoi pas en dimension 2, ou en dimension 1, ou en dimension 0. Et donc, on va voir que la gravitation d'Einstein, il faut s'arrêter en dimension 3. Et ça va être une motivation qu'on ne va peut-être pas voir tout de suite pour étudier les théories de Chern-Simons, mais qu'on comprendra mieux plus tard. Donc, je fais ici quelque chose qui est un peu une digression, une parenthèse. Je vais parler de la gravitation d'Einstein en dimension plus basse, et puis je reviens à Chern-Simons. Alors, vous savez tous que la gravitation d'Einstein en dimension 4 est extrêmement compliquée. C'est une théorie non linéaire, on ne connaît pas la solution générale des équations du mouvement. C'est une théorie, on essaie de la quantifier depuis bien longtemps, la gravitation, mais c'est tellement compliqué que on est encore loin d'avoir réglé le problème. Et donc, on se dit que c'est intéressant d'avoir
des modèles plus simples de gravitation, ou pouvoir simplifier la théorie d'Einstein, et peut-être quantifier ou étudier les propriétés de ces modèles plus simplifiés et en dégager des leçons qui pourront être utiles pour la gravitation complète d'Einstein à 4 dimensions. Alors, une des difficultés de la gravitation d'Einstein, on pourrait dire, bon, on va la simplifier. Une simplification dramatique, c'est de supprimer toutes les interactions. Regardez la théorie libre, donc la théorie d'un spin 2 de masse nulle libre, c'est Pauly-Firth. On peut facilement comprendre, quantifier, il n'y a pas beaucoup de difficultés. On peut comprendre quels sont les nombres de degrés de liberté physique, le graviton est transverse. Et donc, la théorie libre est sous contrôle. Mais le problème, c'est que si on veut mettre des interactions, c'est automatiquement Einstein. Donc si on veut mettre des interactions de manière consistante, la théorie est très rigide, c'est soit pas d'interaction, soit Einstein. Il n'y a pas vraiment de cas intermédiaire où on pourrait garder, tout en respectant toutes les symétries physiques importantes, garder que quelques termes d'interaction et pas les autres. Et donc c'est très difficile d'avoir un modèle à partir de la théorie d'Einstein, en tout cas avec moins d'interactions, si je puis dire. Et c'est pour cette raison, c'est une des raisons pour laquelle il est intéressant de regarder la gravitation en dimension plus basse. Parce que si je considère la théorie d'Einstein en dimension plus basse, ben, ce sera plus simple. Et on espère quand même pouvoir tirer des enseignements de la gravitation en dimension plus basse. Alors je vous rappelle les équations d'Einstein. Alors je vais d'abord les écrire en dimension, en fait, en n'importe quelle dimension. Mais je vais surtout les écrire d'abord en mettant toutes les constantes dimensionnelles. Donc la gravitation d'Einstein relie le tenseur d'Einstein qui décrit certaines propriétés de courbure de l'espace-temps. Donc c'est le tenseur d'Einstein ici. Donc, dans mes notations, c'est le tenseur de Ricci. Donc c'est le tenseur d'Einstein. Il relie, et donc R alpha bêta, c'est le tenseur de Ricci, c'est la courbure scalaire qui est fabriquée à l'aide du tenseur de Riemann qui décrit complètement la courbure. Donc par contraction. Donc on contracte sur ces indices-ci, on obtient le tenseur de Ricci. Donc là, ceci c'est le tenseur de Riemann, le tenseur de courbure, contient toutes les informations sur la courbure. À partir du tenseur de Riemann, on fabrique ce tenseur d'Einstein, et ce tenseur d'Einstein est celui qui est couplé à la matière. Donc ça, c'est le tenseur d'énergie-impulsion. Donc c'est un tenseur qui contient la densité d'énergie, la densité d'impulsion, les tenseurs des contraintes. Et donc, c'est source du champ de gravitation. Et la constante de couplage, c'est la constante de Newton, grand G, bon, avec des puissances de la vitesse de la lumière qui permettent, qui sont là pour les dimensions. Très souvent, je ferai C égale 1. Bien, alors ça, c'est les équations d'Einstein en dimension 4. Et vous savez qu'elles dérivent d'un principe d'action de Einstein-Hilbert, qui est, alors je vais probablement déjà faire C égale 1 sur 16 pi g fois mais ici je suis à 4 dimensions des 4x. Donc si vous calculez les équations variationnelles que vous tirez de ce principe d'action, donc vous extrémisez par rapport à la métrique, vous obtiendrez les équations d'Einstein du vide, et donc pour avoir le T alpha bêta, il faut ajouter plus l'action de la matière, dont la variation par rapport à la métrique va vous donner le tenseur d'énergie-impulsion. Bien, alors ça c'est à 4 dimensions, et donc on peut se poser la question, que se passe-t-il si je regarde la même théorie, mais, donc ça c'est D égale 4, en dimension plus basse. Donc je pourrais considérer ces équations-ci en dimension 3, par exemple. Commençons par 3 en descendant.
Alors à 3 dimensions, il y a un phénomène intéressant qui se produit, qui est que le tenseur d'Einstein contient exactement la même information que le tenseur de courbure. À 4 dimensions, le tenseur de courbure a plus de composantes que le tenseur d'Einstein, on peut les compter. Et si vous connaissez le tenseur d'Einstein, vous connaissez qu'incomplètement le tenseur de Riemann. Donc, le tenseur d'Einstein ne contient pas toutes les informations sur la courbure, il manque des choses. Il y a des composantes du tenseur de Riemann, qui est en fait ce qu'on appelle le tenseur de Weil, qui est non identiquement nul et qui est indépendant du tenseur d'Einstein. Alors, à 3 dimensions, c'est pas vrai. Et ces composantes indépendantes du tenseur de Riemann, en quelque sorte, représentent les degrés de liberté indépendants de la gravitation, donc qui ne sont pas déterminés par T alpha bêta, puisqu'ils n'apparaissent pas dans ces équations. Donc c'est lié au fait qu'il y a des degrés de liberté locaux de la gravitation, il y a des ondes gravitationnelles à 4 dimensions. À 3 dimensions, ces équations-ci ont toujours un sens, elles ne sont pas vides de sens, et on peut toujours les dériver d'un principe variationnel. Bon, je dirais, les dimensions de G varient et dépendent de la dimension d'espace-temps, ça c'est une chose, mais disons, à part ça, je ferai un commentaire là-dessus plus tard, ces équations ont un sens. Cependant, à 3 dimensions, le tenseur de Riemann, donc qui décrit la courbure, et le tenseur d'Einstein contiennent exactement la même information. Et il y a d'abord une manière intuitive de voir ça tout de suite, et puis il y a une manière peut-être plus précise de le voir, c'est de compter le nombre de composantes indépendantes. Et de se souvenir, donc ceci, si j'abaisse les indices, donc à 3 dimensions, donc vous savez que c'est une paire antisymétrique, et c'est symétrique pour l'échange. À 3 dimensions, une paire antisymétrique, ça possède la même information qu'un vecteur. Il y a 3 paires antisymétriques possibles, 0,1, 0,2 et 1,2. C'est-à-dire, en fait, et ça c'est la dualité à 3 dimensions, le tenseur, donc un tenseur antisymétrique à 3 dimensions, ça a le même nombre de composantes qu'un vecteur. Et donc ça c'est le symbole de Levi-Civita. Et donc je peux remplacer cette paire antisymétrique par un indice vectoriel, cette paire antisymétrique par un indice vectoriel, et c'est symétrique. Donc vous voyez que le tenseur de Riemann contient autant de composantes indépendantes, algébriquement, qu'un tenseur symétrique à 2 composantes, c'est-à-dire la même chose que le tenseur d'Einstein. Et en effet, on peut écrire directement le tenseur de Riemann en termes du tenseur d'Einstein en utilisant le epsilon. En fait, si je prends le double dual, donc le dual, donc ça veut dire j'utilise le tenseur epsilon sur la première paire et sur la deuxième paire, donc c'est pour ça qu'il y a 2 epsilon qui apparaissent, je vais obtenir à un facteur près le tenseur d'Einstein. Et quand vous prenez la dualité, vous ne perdez pas d'information, donc vous pouvez reconstruire, donc en d'autres termes, je peux réécrire R comme le double dual du tenseur d'Einstein. Et donc ça veut dire que si vous connaissez le tenseur d'Einstein, vous connaissez la courbure complètement, et en particulier s'il n'y a pas de source, vous allez voir que le tenseur d'Einstein est nul, et si le tenseur d'Einstein est nul, il en découle que le tenseur de Riemann est nul, et que l'espace est localement sans courbure, c'est-à-dire Minkowski. Et donc il n'y a pas de degré, donc la nouveauté de la gravitation à 3 dimensions et la grande simplification de la gravitation à 3 dimensions par rapport à la gravitation à 4 dimensions, c'est que la gravitation n'a pas de degrés de liberté locaux. Les équations d'Einstein ont un sens, mais elles sont beaucoup plus simples parce qu'il n'y a pas de degrés de liberté locaux. Et on va voir que, mais néanmoins, nous allons voir plus tard qu'il y a des trous noirs, on peut parler d'entropie des trous noirs. Il y a des choses intéressantes qui se passent au bord, très intéressantes qui se passent au bord, ça va être l'objet du cours. Donc la théorie n'est pas vide, mais elle est beaucoup plus simple parce qu'elle n'a pas de gravitons localement, locaux. Alors on pourrait se dire, tant qu'on est en train de simplifier, continuons de simplifier et passons à 2 dimensions. Alors on peut considérer la gravitation à 2 dimensions, et ça va être l'objet d'ailleurs du séminaire qui suit. Mais la gravitation d'Einstein, donc où j'ai juste la métrique, basée sur les équations d'Einstein,
donc, que je réécris ici, à 2 dimensions est problématique. Et pourquoi c'est problématique? Parce qu'à 2 dimensions, on a encore une simplification plus grande. Bon, disons, il y a moins de composantes indépendantes du tenseur de Riemann. En fait, toute l'information sur la courbure est contenue dans le tenseur, dans le scalaire de courbure, R. Vous connaissez le scalaire de courbure, R, vous connaissez entièrement le tenseur de Riemann. Et en fait, à nouveau, en comptant, on peut voir que ça doit être comme ça, parce que si je prends le tenseur de Riemann, cette fois-ci à 2 dimensions, ben, le tenseur de Lévy-Kivita a 2 indices, et donc je peux dualiser sur ces indices, et puis donc je peux remplacer ça par un scalaire. En fait, le scalaire que vous allez obtenir, c'est le scalaire de courbure, et vous pouvez démontrer non seulement que le tenseur de Riemann est complètement déterminé par la courbure, mais donc du coup aussi le tenseur de Ricci va être complètement déterminé par la courbure, et en particulier, donc il est proportionnel à la courbure. Et si on a cette relation à 2 dimensions, le seul facteur de proportionnalité qui est possible, c'est 1,5, puisque si vous contractez ici, ben vous allez obtenir R égale R, c'est ce qu'il faut obtenir. Donc vous voyez qu'à 2 dimensions, on a cette relation-ci. Tout est déterminé par la courbure scalaire. Le tenseur de Riemann est déterminé par la courbure scalaire, mais donc aussi le tenseur de Ricci est déterminé par la courbure scalaire. Et donc le tenseur d'Einstein est identiquement nul. Donc ça veut dire la chose suivante, donnez-moi une métrique quelconque, calculez son tenseur d'Einstein, ça donnera 0. Elle ne doit pas satisfaire des équations particulières, c'est une identité. Et donc ça veut dire aussi que ces équations d'Einstein vont être 0 est égal à T alpha bêta. Donc elles impliquent, si je prends ça comme équation, que T alpha bêta doit être nul, et les équations deviennent alors 0 égale à 0, donc ça n'est pas très intéressant. Donc une gravitation à 2 dimensions qui ne ferait intervenir que la métrique, comme la gravitation d'Einstein, est soit vide, soit incohérente si T alpha bêta n'est pas nul, et on aurait 0 égale quelque chose de pas nul. Et donc, parce que rappelez-vous, en général, T alpha bêta a des propriétés de positivité, donc si ça doit être égal à 0, ça tue en général le champ qui apparaît là. Et donc, ces équations-ci, dans l'esprit des équations d'Einstein, ne sont pas intéressantes à 2 dimensions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gravitation intéressante à 2 dimensions, et ce sera l'objet du séminaire qui suit, mais il faut introduire aussi un autre champ, et la version, disons, minimale, c'est d'introduire un champ scalaire. Donc la gravitation à 2 dimensions est intéressante, mais ce n'est pas juste la métrique, c'est la métrique et en général un ou plusieurs champs scalaires, pour la raison que je viens de décrire. Et donc si on veut comprendre la théorie d'Einstein inchangée, telle qu'elle, la dimension la plus basse, c'est d égale 3, et donc c'est le cas qui sera étudié au cours, mais comme je ne veux pas que vous ayez l'impression qu'il ne se passe rien d'intéressant à 2 dimensions, il y a un séminaire consacré au cas à 2 dimensions. Mais ce sera le seul moment où nous parlerons de la gravitation à 2 dimensions. Et donc voilà, donc à 3 dimensions, les choses sont beaucoup plus simples parce qu'il n'y a pas de degrés de liberté locaux. Donc tout se passera au bord en fait, donc ça va être très important de bien comprendre ce qui se passe au bord. Et ce que j'ai dit, oui, je n'ai pas inclus la constante cosmologique, mais en fait, ce que j'ai dit est toujours vrai en présence de constantes cosmologiques, parce que ce que j'ai dit découlait directement du fait qu'il y avait des identités algébriques entre le tenseur de Riemann, le tenseur de Ricci et la courbure en dimension plus basse. Et donc ça reste vrai que vous ayez ou pas une constante cosmologique. Et donc si j'ai introduit une constante cosmologique dans les équations d'Einstein, ce que j'ai dit reste vrai, mais vous voyez que dans le vide, au lieu d'avoir que la courbure va être égale à 0, la courbure va être la courbure d'un espace à courbure constante, et donc ce sera soit localement deux-citaire, soit localement antideucitaire. Donc, à nouveau, je dirai un petit peu plus là-dessus plus tard, mais donc que la constante cosmologique soit présente ou pas, la conclusion qu'il n'y a pas de degré de liberté locaux reste valable. Et le cas où lambda, la constante cosmologique, est négative,
va être particulièrement important parce qu'il existe des solutions trous noirs, comme on le verra plus tard. Voilà, donc on va étudier plus tard la gravitation à 3 dimensions, enfin à partir de la leçon prochaine. Et l'intérêt des théories de Chern-Simons, c'est qu'en fait on peut reformuler la gravitation d'Einstein à 3 dimensions comme une théorie de Chern-Simons basée sur un groupe bien choisi, comme je vais commencer à expliquer maintenant. D'où le double intérêt d'étudier les théories de Chern-Simons pour comprendre ce qui se passe quand il y a une invariance de jauge dans le formalisme hamiltonien. C'est très simple à voir dans le cas des théories de Chern-Simons, mais aussi parce que ça a un lien direct avec la gravitation à 3 dimensions, comme je le montrerai plus tard. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oui ? L'invariance de jauge peut être non linéaire. Donc, quand j'utilise le terme invariance de jauge, bon, c'est vrai qu'initialement, la terminologie invariance de jauge était extrêmement spécifique et se référait essentiellement aux théories de Yang-Mills, ou à une action d'un groupe, à des représentations linéaires du groupe. Mais de manière générale, invariance de jauge, quand j'utilise le terme ici au cours, ça veut dire une invariance sous des transformations qui font apparaître des fonctions arbitraires du temps. Parce que c'est ça qui est responsable du fait que la transformation de Legendre n'est pas inversible, qu'il y ait une structure linéaire en dessous ou pas. S'il y a d'autres questions, j'ai tendance à regarder le tableau, alors je ne vous regarde pas souvent, et donc il y a peut-être des questions quand je ne vous regarde pas. Ah, quand je vous regarde, il y en a manifestement, oui. Oui. Dernière question, le double dual, est-ce qu'il est lié au nombre hyperréel? Parce que dans le nombre hyperréel, l'ensemble de nombre hyperréel, c'est étoile, et ensuite R, c'est double dual. Oui, ici, ce que j'ai écrit double dual, c'est une notation pour dire donc, ce que je fais. Donc, c'est pas. Donc, je prends 2 fois la contraction avec le tenseur de Levi-Civita et je ne pars pas d'information parce que c'est une paire antisymétrique. Mais vous voyez qu'il reste un seul indice. Donc, ce n'est pas plus sorcier que ça ce que je dis ici. Juste que je n'ai pas voulu écrire les facteurs parce que je suis sûr qu'au tableau, je me tromperais dans les signes et les facteurs. Bien, alors il y avait peut-être une chose à dire encore concernant la gravitation en dimension inférieure. Donc je vous laisse vérifier que les dimensions de grand G, la constante de Newton, donc si elle est définie comme la constante qui caractérise le couplage de l'énergie impulsion à la courbure. Alors la courbure, elle a toujours les mêmes dimensions, c'est l'inverse d'une longueur, donc je fais C égale 1. Donc la courbure, c'est toujours, puisqu'il y a 2 dérivés qu'on prend de la métrique, donc la courbure, ceci va avoir des longueurs moins 2, mais le tenseur d'énergie-impulsion qui fait intervenir la densité d'énergie, donc c'est l'énergie par unité de volume. Si mon volume est à 3 dimensions, ça va me donner des L-3, mais si mon volume est à 2 dimensions, parce que je travaille en dimension plus basse, les dimensions de T alpha bêta vont varier. Donc ça reste toujours les mêmes, ça garde toujours les mêmes dimensions. Ceci a une dimension qui va perdre des puissances de la longueur, ou en gagner, puisqu'elles apparaissent au dénominateur. Et donc G, du coup, va aussi changer en dimension. Alors on peut voir, ça vous savez, qu'en dimension 4, une masse fois G, alors sur C carré, mais je vais faire C égale 1, ça a les dimensions d'une longueur, le rayon de Schwarzschild est défini comme ça. Mais alors à 2 dimensions, donc je vais faire C égale 1, donc Mg, à 2 plus une dimension, donc à 3 dimensions, Mg est en fait 100 dimensions. Et donc, lorsqu'on a une masse, on peut fabriquer un nombre sans dimensions avec la constante de Newton. Et donc, c'est important à garder à l'esprit. Donc, les dimensions de la constante de Newton varient. Bon, je reviendrai là-dessus plus tard. Ça dépend de la dimension d'espace-temps. Et donc, en particulier, à 3 dimensions d'espace-temps, grand G a les dimensions de l'inverse d'une masse. À 4 dimensions, ce n'est pas vrai, puisque Mg a les dimensions d'une longueur, avec les puissances de C appropriées. Bien, maintenant, attaquons Chern-Simons. Donc c'était une longue
motivation. Alors, qu'est-ce que c'est les théories de Chern-Simons? Alors, je vais prendre le cas d'abord le plus simple, le cas des théories de Chern-Simons basé sur un groupe abélien, le cas abélien. Je vais écrire l'action, et puis les transformations de jauge, et on va voir assez rapidement ce qui se passe quand on passe au formalisme hamiltonien. Alors je vais... il faut que j'ai les mêmes conventions que dans mes notes. Voilà, donc les théories de Chern-Simons, cas le plus simple, abélien, sont basées sur un potentiel vecteur. Donc les variables dynamiques, c'est les composantes. On est à 3 dimensions, donc à 3 composantes, à 0, à 1, à 2, du potentiel vecteur, de la connexion. Je vais utiliser les termes indifféremment. Et l'action est donnée par l'expression suivante, k sur 4pi, intégrale d3x, epsilon. Donc je vais utiliser la notation en composantes par les formes extérieures ici, a lambda d mu a nu. Hein, donc ça c'est à nouveau le tenseur complètement antisymétrique de Levi-Civita. Donc et je suppose sa valeur est epsilon est plus 1 ici. Alors, ça c'est une connexion, donc ça a l'inverse d'une longueur hein, comme dimension. Donc j'ai des L-3 ici, j'ai L3 là, donc K va à les dimensions d'une action. Alors, pourquoi cette théorie est intéressante, pertinente pour ce que j'ai caractérisé ici, c'est qu'elle a une invariance de jauge. Alors, oui, il y aura la nécessité d'ajouter des thermobores, je discuterai ça plus tard. Donc, pour le moment, on va prendre la philosophie, on ne s'intéresse pas trop aux thermobores, ce qui est en un sens un crime, parce qu'ils ne sont pas nécessairement nuls. Si ce n'est pas 0, il faut les garder, mais on les traitera systématiquement plus tard, et notamment parce que quel thermobore il faut ajouter dépend un peu du problème qu'on considère. On a déjà vu ça en hamiltonien, selon que je fixe les Q au bord ou les P au bord, c'est soit PQ point dans l'action, soit c'est moins P point Q. Donc discuter les thermobores, en général, nécessite de connaître les conditions limites, et que je n'ai pas envie de discuter les conditions limites tout de suite, donc je ne vais pas parler des thermobores tout de suite non plus, mais comme ça va être essentiellement le sujet du cours, les thermobores, vous verrez que c'est effectivement important. Bien, alors, je prétends que cette action est invariante si à nouveau, la même invariance de jauge, si j'ajoute à lambda le gradient d'une fonction. Et puisque je l'ai appelé lambda, lambda c'est la constante cosmologique, oui c'est dangereux, je vais quand même continuer à l'appeler lambda. Alors je prétends que l'action est invariante sous cette transformation. C'est moins évident parce que, bon, ceci est bien antisymétrique puisque mon epsilon, le tenseur de Levi-Civita est antisymétrique. Donc là, je pourrais mettre 1,5 et remplacer d mu à nu par f mu nu, qui est invariant pour cette transformation. Mais ceci, c'est un A tout seul. Donc ce n'est pas entièrement évident que c'est invariant, mais si vous calculez la variation de l'action, bon, je vais laisser tomber les constantes numériques, c'est d3x, epsilon lambda mu nu, d lambda grand lambda, d mu à nu, plus je devrais varier ceci, mais si je varie ça, il n'y a rien qui se passe puisque c'est antisymétrique. Et vous voyez que ça, je peux le réécrire comme d lambda d mu à nu, moins, et je fais passer le lambda de l'autre côté,
mais c'est antisymétrique en les dérivées, donc ça fait 0. Hein. Donc ceci, c'est en fait une dérivée totale, c'est une divergence totale. Peut-être je l'écris comme ça. C'est constant, ça passe dans la dérivée. Et donc, ça peut s'écrire comme un terme au bord. Et si je prends lambda nul au bord, donc je vous ai dit, on va travailler modulo les termes au bord près, mais on peut même le justifier. Si je prends lambda égale à 0 au bord, arbitraire à l'intérieur, mais 0 au bord, ceci est nul. Et donc, juste restreindre lambda égale à 0 au bord, ce n'est pas très contraignant. Lambda peut être n'importe quoi à l'intérieur. Et donc, vous voyez bien apparaître une invariance pour des transformations de la variable dynamique, des variables dynamiques, qui font apparaître des fonctions arbitraires du temps. Et du coup, on est précisément dans le cas où ceci ne s'applique pas. D'ailleurs, si vous regardez les choses de manière précise, vous allez voir qu'il n'y a pas de dérivée temporelle dans cette action de A 0. Donc, A point 0 n'apparaît pas. Et donc, il est clair que si vous essayez de définir un moment conjugué à A0, vous allez tomber sur des difficultés. Le moment conjugué, la dérivée par rapport à la vitesse du Lagrangien, mais la vitesse n'apparaît pas, donc le moment conjugué est identiquement égal à 0. Donc vous avez la fonction 0, il est clair que vous n'allez pas pouvoir exprimer la vitesse en fonction de la fonction 0. Donc la transformation de Legendre n'est pas inversible. Donc on n'a pas ça, à cause de l'invariance de jauge. Hein, on ne peut pas... Bien. Donc on est précisément dans le cadre... Donc il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Et je vous dis, on va essayer de le comprendre sans suivre le formalisme général de Dirac. On peut comprendre assez rapidement ce qui se passe sans faire ça. Et puis je vous dirai quels sont les principes généraux. Alors, autre chose à dire aussi, et ça nous rapproche de la gravitation, ça nous montre qu'il y a quelque chose de proche de la gravitation en 3 dimensions. Je prétends qu'à nouveau, que cette théorie n'a pas de degré de liberté locaux. Donc c'est une théorie qui, à nouveau, n'a pas de photons à l'intérieur, et que la seule dynamique intéressante va être la dynamique au bord, que je ne regarde pas pour le moment, mais que je regarderai bien soigneusement plus tard. Comment on voit ça ? Bien, écrivons les équations du mouvement. Alors, si vous calculez les dérivées variationnelles de l'action par rapport à A, bien, vous allez obtenir, quand je varie par rapport à ceci, epsilon fois la courbure. Puis quand vous allez varier par rapport à ça, en faisant une intégration par partie, vous allez obtenir à nouveau le même terme. Donc les équations du mouvement, en prenant éventuellement des variations de A qui sont nulles au bord, à nouveau je ne regarde pas les bords, donc on va faire ça, vont être que f mu nu, qui est d mu a nu moins d nu a mu, est égal à 0. Donc là je vous ai dit, on avait une équation qui nous disait, en l'absence de constante cosmologique, s'il n'y a pas de source, le tenseur d'Einstein est nul et donc la courbure est nulle. Et là, la courbure pour une théorie basée sur un vecteur, c'est f mu nu, et vous obtenez équation du mouvement f mu nu égale à 0. Et du coup, bon, f mu nu c'est la dérivée extérieure de A. Par les théorèmes généraux, on sait, en tout cas localement, donc il faut peut-être faire attention de manière plus générale, mais on est exactement comme là-bas, localement, A nu peut s'écrire comme la dérivée de quelque chose. Et donc, par une transformation de jauge, je peux éliminer A nu. Modulo ce qui se passe au bord. Hein. Je ne vais plus le répéter parce que j'ai déjà pris beaucoup de fois la précaution. Et comme vous allez voir, je serai très soigneux avec les bords plus tard, mais ici, aujourd'hui pas. Donc, on voit qu'effectivement, il n'y a pas de degré de liberté locaux. On peut toujours se débarrasser du potentiel vecteur, de la connexion, par une transformation de jauge parce que la courbure est nulle. Donc c'est exactement, et c'est pas on verra qu'il y a un lien entre les deux, ce qu'on voit pour la gravitation d'Einstein à 3 dimensions. Bien, alors ceci, c'est la théorie de Chern-Simons basée sur un groupe abélien, U1. On peut généraliser à des groupes non abéliens, j'espère en avoir le temps aujourd'hui, sinon ce sera pour la fois prochaine, et on voit que, en fait, et c'est le cas qui est relevant pour la gravitation, on aura les mêmes propriétés, mais
c'est le cas non abélien, dont je vais parler plus tard, qui est d'intérêt pour la gravitation, mais comme il partage beaucoup de propriétés sur le plan dynamique avec le cas abélien, on va d'abord regarder ce qui se passe sur le plan abélien. Et donc, la formulation hamiltonienne. Alors, je vous ai dit, Dirac a développé tout un arsenal pour traiter du cas où il y a une invariance de jauge et où on ne peut pas inverser la transformation de Legendre. Et c'est une méthode qui est tout à fait générale, qui s'applique à tout Lagrangien, qu'on pourrait appliquer ici. Mais dans ce cas-ci particulier, où le Lagrangien est déjà du premier ordre dans les dérivées temporelles, à cause du epsilon, donc si j'ai un 0 ici, enfin vous voyez bien, de toute façon on ne peut avoir qu'une seule dérivée, il est du premier ordre de toute façon. Donc, il est en fait déjà sous forme hamiltonienne, il a déjà la forme recherchée, c'est juste qu'il faut la mettre en évidence. Donc ce que je vais faire, c'est maintenant réécrire ce terme-ci pour vous montrer qu'il a la forme PQ point moins H moins quelque chose en plus. Et justement, c'est bon. Donc on va pas avoir l'action hamiltonienne standard appropriée aux théories qui n'ont pas d'invariance de jauge moins H. On va voir qu'il va y avoir quelque chose en plus. Et ceci l'illustre très bien. Et on va comprendre pourquoi, enfin le rôle joué par ces termes supplémentaires. Et donc ce que je vais faire, puisque c'est le hamiltonien qui m'intéresse, je vais décomposer dans l'espace et le temps l'action de Chern-Simons. Alors je ne vais pas traîner avec moi K sur 2, 4pi, donc je vais juste regarder ce qui apparaît ici sous l'intégrale. En fait, je prétends que ceci, c'est déjà une action sous forme hamiltonienne, même si on ne le voit pas. Mais pour le voir, il faut décomposer dans l'espace et le temps. Donc je vais écrire ceci comme une somme de termes où un des indices doit être égal à 0. Donc je vais avoir des premiers termes où c'est lambda qui est égal à 0, puis des termes où c'est mu qui est égal à 0, puis des termes où nu est égal à 0. Et comme c'est complètement antisymétrique, si lambda est égal à 0, mu et nu ne prennent que des valeurs d'espace. Donc je vais avoir la convention suivante que les indices latins prennent les valeurs d'espace, les indices grecs prennent les valeurs 0, 1, 2, 3. Donc ça c'est 0, 1, 2, 3, et ça c'est 1, 2. Bien, alors j'écris 0 m n a 0 dm à n plus epsilon. Donc c'est mu qui est égal à 0, donc lambda ne prend que des valeurs d'espace. A L D0 à n plus, lorsque c'est nu qui est égal à 0, Lm à L dm à 0. Il y a toujours un 0, alors soit c'est sur AA, soit c'est sur la dérivée. Alors, modulo des intégrations par partie, ces deux termes-ci sont normalement égaux, parce que si j'intègre par partie, oui, je vais obtenir la combinaison antisymétrique LM, là c'est Mn, mais je peux rebaptiser les indices. Donc qu'est-ce que je veux obtenir? Je vais peut-être même être très explicite. M et N prennent deux valeurs 1 et 2. Je vais explicitement écrire 1 et 2. Donc, tout d'abord, je vais avoir 2 à 0. Donc j'obtiens A0 ici, donc Mn, je vais d'abord l'écrire comme ça. Donc ça c'est epsilon Mn à deux dimensions, dm à n. Et je l'obtiens une deuxième fois en intégrant par partie ici. Là vous voyez que l'indice de dérivée apparaît en premier. Donc attendez. Oui, il apparaît en premier ici et il apparaîtra en deuxième là. Donc il y a une différence de signe qui compense ce qui vient de l'intégration par partie. Donc modulo des termes au bord, dont on parlera plus tard, j'obtiens effectivement deux fois ça. Et puis j'ai moins epsilon Ln. Pourquoi moins? Parce que je dois mettre le 0 là. AL A point N. Et donc,
alors je vais vraiment être très explicite pour qu'on puisse voir qu'effectivement l'action a toutes les propriétés d'une action hamiltonienne, plus quelque chose. Donc ça c'est le terme cinétique en plus, en fait. Hein. Et c'est vraiment le terme cinétique parce que j'ai epsilon. Donc je vais, pour montrer qu'il y a une variable qui peut être vue comme un P et l'autre qui peut être vue comme un Q, je vais vraiment faire la somme sur L sur N. Et donc je vais obtenir A1 à point 2 avec epsilon 1, 2 qui vaut 1, moins A2 à point 1, et en intégrant par partie, et donc moins par moins ça fait plus, je vais avoir en fait 2, donc j'intègre par partie par rapport au temps, je vais avoir 2 à point 2, pardon, A2 à point 1. Donc ça c'est le terme ici. Je l'obtiens deux fois parce que j'ai 1, 2 et 2, 1. Et 2, 1 vient avec le signe moins par moins plus, et l'autre c'est le même terme à une intégration par partie près, donc j'obtiens deux fois ce terme-là. Qui a cette structure PQ point, qui me dit que A2 est conjugué à A1. Donc là, ça va, on reconnaît, mais il y a maintenant ce terme-ci, et donc j'ai 1, 2, 1, 2, moins 2, 1, 2, 1, donc en fait qui fait apparaître F1, 2. Hein, les deux termes de F1, 2. Et donc, ça c'est la chose nouvelle. Bon, il n'y a pas de hamiltonien. On pourrait dire le hamiltonien c'est ceci, mais la chose nouvelle c'est qu'il y a une variable qui n'est ni un P ni un Q qui est là. Donc si je réécris l'action, c'est K sur 2pi, puisqu'il y a un facteur de 2 partout. Oui, là je pense que j'ai peut-être fait une faute de signe. Je ne sais pas pourquoi j'ai changé le signe ici. J'ai été impressionné par ce signe-là, mais 1, 2, c'est 1, 2, donc c'est F1, 2, hein, donc c'est plus. Intégrale dt, intégrale d2x, de A2 à point 1 plus A0 F1, 2. Et donc vous voyez que le point nouveau, ce qui est nouveau ici, c'est qu'on a des Q et des P, on a un espace des phases qui est défini par A1 et A2, mais on a une variable A0 qui est sans moment conjugué, mais ça on s'attendait un peu à ce qu'on ait ça, puisque la transformation de Legendre n'est pas inversible, mais qui n'est néanmoins pas, qui joue un rôle important, parce que quand je vais varier l'action par rapport à A0, je vais obtenir une équation qui est que F1, 2 est égal à 0. Bon, c'est normal qu'on obtienne cette équation quelque part dans le formalisme hamiltonien, puisque toutes les composantes de F menu sont égales à 0, mais les autres composantes de F menu font intervenir un 0 et vont être les équations dynamiques hamiltoniennes. Et donc on a F1, 2 égale à 0, qui est une contrainte sur les A1 et A2. A1 et A2, pour les solutions des équations du mouvement, ne peuvent pas être arbitraires, mais doivent être telles que F1, 2 est égal à 0. Donc ceci, c'est une relation qui ne dépend que des Q et des P. Les Q et les P, c'est A1 et A2. A0, c'est un multiplicateur de Lagrange pour une contrainte. Donc vous voyez apparaître dans le formalisme hamiltonien la structure d'espace des phases habituelle, mais aussi des variables en plus, des multiplicateurs de Lagrange et des contraintes associées sur les variables de l'espace des phases. Donc la chose nouvelle, en présence d'invariance de jauge, c'est qu'on peut construire un espace des phases, mais les variables de l'espace des phases vont être contraintes par des contraintes. On appelle ça les contraintes, F1, 2 égale à 0. Parce que ça limite les valeurs possibles. Dans l'espace des phases, les Q et les P doivent vivre sur la surface des contraintes, classiquement en tout cas. Alors, peut-être je vais peut-être dire les mots maintenant, parce que je vois qu'il me reste 5 minutes, et on le fera la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, puisqu'il n'y a pas cours la semaine prochaine, mais on le fera dans 15 jours.
Ces contraintes jouent un double rôle, et on vérifiera explicitement au prochain cours. Non seulement elles me limitent les valeurs possibles des variables dynamiques, mais elles jouent aussi le rôle de générateur des transformations de jauge. Au sens suivant, c'est que si vous prenez le crochet de poisson des Q et des P, c'est-à-dire dans notre cas ici des A1 et A2, avec la contrainte multipliée par un paramètre arbitraire, calculer le crochet de poisson. Alors on peut calculer facilement le crochet de poisson parce que ceci me dit que A1 est conjugué à A2. Ça c'est Q, ça c'est P. Donc le crochet de poisson c'est juste 1, enfin avec ce facteur 2pi sur K bien sûr. Donc on aura que A1 est conjugué à K sur 2pi A2. Donc le crochet de poisson de A1 avec K sur 2pi A2 c'est 1, enfin delta. Et donc, A1 avec A2, c'est 2pi sur K delta. Donc, c'est conjugué au A1 est conjugué de A2 au facteur K sur 2pi près, comme on le voit dans la partie cinétique, me dit ça. Simplement, le oméga, c'est pas 1, mais c'est K sur 2pi. Quand j'inverse, ça fait 2pi sur K. Donc, il y a un crochet de poisson qui existe, puisque j'ai un espace des phases. Si je calcule les crochets de A2 et A1 avec la contrainte multipliée par une fonction arbitraire, on va voir que j'obtiens exactement la transformation de jauge de la théorie, c'est-à-dire ceci pour les variables dynamiques. Donc cette transformation-ci est canoniquement engendrée par la fonction qui définit la contrainte, par F1,2. Donc ça, on va le vérifier explicitement, mais c'est une propriété générale. Et on voit aussi que le multiplicateur de Lagrange, parce que les contraintes, on va vérifier que les contraintes commutent entre elles, donc elles sont préservées par les équations du mouvement, qu'en fait le multiplicateur de Lagrange n'est pas fixé par les équations du mouvement, dans notre cas, et ça correspond à l'invariance de jauge et à la possibilité d'effectuer une transformation de jauge comme on veut dans le futur. Donc on peut, sans changer les conditions initiales, décider, bon, par exemple, on prend un A0 qui est nul initialement, mais après je le prends égal à n'importe quoi plus tard, et dans les équations du mouvement vont apparaître, ceci va jouer le rôle de générateur du mouvement, eh bien ça montre la possibilité d'effectuer d'effectuer une transformation de jauge à n'importe quel moment de l'évolution. Donc les symétries de jauge apparaissent de manière très explicite dans la formulation hamiltonienne. Elles sont associées à un générateur. Donc j'ai été un peu plus lent que prévu, donc je ne vais pas dire beaucoup plus aujourd'hui parce que ça serait mal dit. Mais donc la nouvelle propriété, donc je résume, j'essaye de tirer disons, ce qu'on va voir plus tard. Donc notre hamiltonien, donc on va avoir la chose suivante en général. On va voir que la formulation hamiltonienne dépend des Q, des P, mais aussi de variables supplémentaires qui seront des multiplicateurs de Lagrange, qui impliquent des contraintes sur les Q et les P. Donc les G ici sont des fonctions des Q et des P. Et par le fait que ces contraintes vont être ce qu'on appelle de première classe, mais ça je n'ai pas encore défini, donc je le définirai la fois prochaine, le fait qu'elles sont préservées sous les transformations qu'elles engendrent, va faire que les multiplicateurs de Lagrange ne sont pas déterminés par l'évolution et qu'on voit apparaître dans les équations hamiltoniennes de manière très explicite la possibilité d'effectuer une transformation de jauge à n'importe quel moment. Donc là, il faudra attendre l'épisode suivant pour que je vous explique ça, mais c'est réellement une propriété générale. Donc on va voir que c'est toujours comme ça. Pour la gravitation, on va aussi voir ça apparaître.